Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point lecture de la semaine. Voici le petit tas, petite pile. Il en manque quelques-uns parce qu'il y a des emprunts bibliothèques que j'ai déjà rendus, donc qui ne sont plus ici en ma possession. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous en parler évidemment. Je commence par le petit manga parce que j'ai lu une duologie qui est Céleste Harmonie, tome 1 et tome 2 aux éditions Komiku. C'est une série qui est finie en 2 tomes, donc voilà, l'histoire est complétée et j'ai pu la découvrir. Donc ici en fait nous sommes à Paris au XVIIIe siècle et on va suivre Sophie qui est la fille d'un marchand de textiles. Sophie qui est un petit peu différente des autres jeunes filles de son âge, elle a plus ou moins 12 ans et elle est absolument passionnée par les mathématiques. C'est vraiment ce qui occupe toutes ses pensées et elle est assez douée dans le domaine, mais évidemment au vu de l'époque c'est un petit peu plus compliqué. Son père ne comprend pas trop cette passion, lui il espère simplement qu'elle fasse un bon mariage et qu'elle puisse avoir une vie évidemment tranquille et confortable. Sophie, elle n'a pas du tout ce genre d'objectif. Elle souhaite tout simplement continuer à faire des mathématiques et intégrer une prestigieuse école. Évidemment, ce n'est pas chose aisée et sa vie va un petit peu changer le jour où, lors d'un bal, elle va être invitée dans le but évidemment de lier connaissance avec des futurs potentiels prétendants. Et là, en fait, elle va assister à une partie de cartes où il y aura tricherie et grâce à sa logique et aux maths, elle va mettre au jour, à la lumière, la tricherie et évidemment, ça va enchaîner pas mal d'événements et voilà, on va la suivre dans sa petite vie rattachée aux mathématiques. C'était très sympa, c'est une petite série qui est agréable. 2 tomes, c'est peut-être un petit peu peu. Je pense que 3 auraient été souhaitables et plus appropriés pour prendre davantage de temps et passer davantage de temps avec Sophie qui est un personnage très sympa, très attachant. Alors évidemment, les mathématiques sont fort présents dans cette histoire. Moi-même qui ne suis pas une grande matheuse, c'est clairement pas la matière que je préférais. Et c'est toujours pas le cas d'ailleurs. J'ai pas eu de soucis parce que les maths sont présents mais sont quand même fort accessibles. C'est bien expliqué, c'est fait de manière compréhensible, accessible. C'est assez ludique étant donné qu'il y a l'histoire de Sophie autour, les maths qui sont présentes dans la vie de tous les jours, qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Donc c'était sympathique à suivre. J'ai bien apprécié aussi le 2e tome parce que là, l'intrigue, l'histoire va se dérouler au Louvre, donc dans un milieu plutôt artistique. C'était très sympathique. Donc voilà, une bonne petite série où j'aurais malgré tout préféré un 3e tome pour passer plus de temps avec le personnage de Sophie notamment et voilà, simplement prendre davantage son temps. Mais une série qui se termine rapidement, c'est quand même aussi un grand plus. On n'est pas dans des sagas avec des centaines de tomes, mais voilà, au niveau des... Je vous ai pas montré, mais au niveau du graphique, on a ceci. Voilà, c'est tout à fait agréable à lire, donc je peux vous recommander si les thématiques vous intéressent. Ce petit manga que j'ai lu, on est sur un manga un peu plus grand, je vous montre au niveau de la taille. Voilà, ça c'est le format habituel et celui-ci il est plus grand du coup. C'est le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Premier tome, c'est une série qui sera finie et clôturée en 4 tomes, donc de nouveau pas quelque chose de super long. Et la couverture m'a beaucoup attirée et j'avais très envie de découvrir cette petite histoire. Je vais déjà vous montrer un petit peu l'intérieur avant de vous parler du résumé. Voilà le genre de dessin que c'est. C'est différent évidemment de Céleste Harmonie, mais j'ai bien apprécié le coup de crayon. Voilà pour le côté esthétique. Maintenant au niveau du résumé, on va suivre donc Nicolas qui est une jeune humane, c'est une petite fille qui se trouve au sein du monde des démons. Elle est accompagnée de Simon qui est un démon. C'est un petit diable qui est marchand itinérant. Il a trouvé Nicolas quand elle était encore bébé et du coup il l'a
il la recueillit et il la garde près de lui. Donc il parcourt comme ça le monde, le pays des démons, mais il doit faire attention parce que évidemment la place des humains ne sont pas dans le pays des démons et si jamais on se rend compte que Nicolas est une humaine, ben, elle risque d'être pourchassée. Donc ils doivent se faire discrets, ce qui n'est pas toujours facile au vu de la nature de Nicolas. Donc parfois ils font face à quelques petits dangers, quelques petites surprises et Nicolas en plus n'est pas une humaine banale étant donné qu'elle peut pratiquer la magie. Donc de toute évidence, elle a du sang de sorcière et on suit ce petit duo à travers le pays des démons. Voilà un petit peu pour le résumé et c'était très sympa. J'ai passé un agréable moment. Alors il n'y a pas mille et un rebondissements, il n'y a pas de grandes actions, mais c'est très plaisant à suivre. J'ai bien apprécié le duo que forment Simon et Nicolas. Il y a un petit côté assez cosy dans cette histoire. Ben, c'est le pays des démons, donc on a des créatures assez particulières. On a des diables, on a des démons, on a des fées, on a des sorcières aussi, mais ça reste assez cosy parce que on va passer des petits moments assez douillets, notamment au niveau de la nourriture. On va un petit peu découvrir ce qui se mange au pays des démons. Nicolas a aussi quelques petites difficultés à trouver un régime alimentaire adapté à son statut d'humaine. Ils vont faire des petites rencontres et c'était très sympathique. Franchement, c'est assez plaisant et je suis curieuse de découvrir la suite. Alors, j'ai également lu et terminé celui-ci qui est le dernier livre de Bernard Minier, qui est un recueil de nouvelles qui s'intitule Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles. C'est aux éditions Pocket. Le livre est vraiment très joli, vous l'avez peut-être vu passer. Donc en fait, voilà, le titre annonce la chose, un recueil de nouvelles. On a 15 nouvelles en tout. Le rabat aussi est vraiment très beau. Le livre est vraiment très travaillé. Très très joli. Si vous aimez les recueils de nouvelles, c'est parfait pour la thématique parce que ce sont des histoires qui sont, comme indiqué, assez mystérieuses, diaboliques et même cruelles. Je vais pas vous faire un résumé de chaque histoire. J'ai passé un bon petit moment avec ces différentes nouvelles. Comme toujours, il y en a certaines que j'ai plus appréciées que d'autres, mais ça c'est tout à fait normal. Sinon, on est dans une ambiance assez sombre, assez noire, assez pesante, parfois assez peu ragoûtante, mais ça reste accessible à tous à mon sens. En tout cas, moi j'ai pas été spécialement choquée, même s'il y a des moments où il y a pas mal de cruauté. On voyage un peu partout. Il y a des moments où on touche un petit peu le fantastique, le surnaturel. Il y a d'autres moments où c'est un peu plus terre à terre. Donc voilà, on part sur différents genres et j'ai apprécié le petit voyage. Après, ça reste un recueil de nouvelles. Donc c'est pas non plus super élaboré étant donné que ce sont des histoires courtes bien entendu, mais ça fait passer un bon petit moment. Alors j'ai également lu Dans la maison de Philippe Leroy aux éditions Rajo. C'est un livre que j'ai rendu à la bibliothèque, donc je vais vous mettre la petite image ici à gauche ou à droite, comme ça vous pouvez visualiser le livre. Alors dans cette histoire, eh bien on va suivre un groupe de 8 jeunes, des adolescents qui vont décider de faire une fête un samedi soir dans une maison isolée au plein milieu des bois. C'est un petit groupe d'amis qui forment un genre de clan. Et la fête aura la thématique de l'horreur. Donc l'idée en fait c'est de d'effrayer les invités. Chacun à leur tour devra faire une démonstration. Et le but de cette démonstration évidemment sera de faire frissonner les autres. Et si les autres ont peur, eh bien le gage ce sera de boire. Donc c'est une fête qui sera avec beaucoup de frissons, d'horreur et d'alcool, de toute évidence. Et la soirée va commencer et évidemment elle va mal se passer dans le sens où l'ambiance va très rapidement devenir assez pesante et des choses étranges vont se dérouler. Voilà pour le résumé, je vais pas aller plus loin mais vous voyez un petit peu le genre. Alors c'était une lecture sympa, c'est une lecture qui est adressée à un public plutôt adolescent. Donc au niveau de l'horreur et de l'angoisse, ce n'est pas poussé à son extrême. Moi j'ai pas été effrayée par cette lecture, mais c'est quand même bien fait. Je pense que pour un public adolescent, ça pourrait tout à fait fonctionner. C'est un roman qui est parfait aussi pour
la saison pour la thématique autour d'Halloween. On est dans un huis clos, donc ça aussi ça met directement l'ambiance, un huis clos assez pesant et effrayant vu que c'est une maison qui est complètement isolée de tout, qui se retrouve en plein milieu des bois, c'est le soir, les jeunes sont tout seuls dans le but de faire une fête, de passer un bon moment sur la thématique du frisson et de l'horreur évidemment, mais très vite les choses bizarres vont arriver et on sent cette ambiance pesante qui avance et qui se met en place de plus en plus. Donc cette ambiance, elle est bien faite, elle est convaincante à mon sens. L'intrigue est assez bien menée, même si j'avais compris ou vu plus ou moins vers quoi on allait se diriger. C'est une lecture divertissante, comme je vous l'ai dit, j'ai passé un bon moment, ça se lit très bien parce que comme il y a une petite tension, le rythme est bien présent tout au long du roman, on est sur des petits chapitres courts, donc ça se dévore sans aucun souci. Après au niveau du schéma, ça reste assez classique. Les personnages là aussi, ils sont très caricaturaux, c'est un peu dommage parce que ça... Du coup, on perd un petit peu l'attachement potentiel qu'on pourrait avoir à ces personnages. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir les personnages qu'on voit dans tous les films de série B. Et du coup, bah, ça manque un petit peu de crédibilité et on a moins d'attachement aux personnages du fait d'avoir ce schéma déjà de base classique et les personnages qui sont fort stéréotypés. Mais voilà, sinon ça c'est le seul petit bémol. J'ai passé, comme je vous l'ai dit, un bon moment. Je pense que ça fait très bien l'affaire, que un public adolescent va vraiment apprécier et si par exemple vous n'aimez pas trop en tant qu'adulte les choses qui font trop peur, eh bien pourquoi pas vous lancer dans cette lecture. Je pense que ça pourrait convenir parce que le seuil de frisson est tout à fait tolérable à mon sens. Ou sinon, j'ai avancé dans les Agatha Raisin. Donc j'ai lu le tome 15 qui est Agatha Raisin enquête balle fatale. Toujours de MC Beaton bien évidemment aux éditions Albin Michel. Je l'ai terminé et rendu à la bibliothèque mais comme toujours lecture très plaisante. J'apprécie beaucoup le tournant que prend cette série parce qu'il y a un élément nouveau qui arrive. Je vais pas vous dire de quoi il est question pour pas vous gâcher la surprise, mais je trouve que cet élément est super intéressant et relance un petit peu les enquêtes et rend beaucoup plus intéressante en fait cette petite saga. On a un nouveau personnage aussi qui va arriver, qui va seconder Agatha dans cette enquête. Bon, elle va se mener évidemment dans une enquête. Ici, on va l'engager parce que une femme vient la voir parce que elle a reçu des menaces à l'encontre de sa fille Cassandra. C'est une famille qui est assez aisée, assez riche. Cassandra est censée se marier et du coup, Agatha va enquêter évidemment sur cette affaire. Elle va être invitée durant les fiançailles pour justement un petit peu mener sa petite enquête et veiller au bon déroulement de la fête. Il va se passer quelque chose, une tentative d'assassinat durant les fiançailles et évidemment, il en faut pas plus pour lancer Agatha sur cette affaire, sur cette enquête. Et voilà, de nouveau, on part sur le schéma habituel, hein, Agatha enquête. Ici, un personnage nouveau, un élément neuf aussi par rapport à Agatha et son statut d'enquêteur, de détective privé. Je vous dis pas quoi, mais vous verrez bien si vous avez envie de lire. Et j'ai passé un très très bon moment. On va retrouver d'autres personnages qu'on a l'habitude de voir. Il y aura de nouveau Charles qui vient, qui part. On a l'habitude. Il est question aussi de la femme du pasteur qui sera présente. Donc voilà, on a des petits personnages comme ça qui commencent à être vraiment récurrents et on a aussi des nouveaux personnages qui vont apparaître et c'était très plaisant à lire. J'ai également poursuivi et continué dans ma lancée avec le 16e tome qui est donc celui-ci. Jamais 203, toujours de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Ici, on retrouve Agatha dans une nouvelle enquête, bien entendu, une demande d'enquête faite par un homme assez riche qui va demander à Agatha en fait de suivre discrètement sa femme parce que il a des doutes concernant sa femme. Et Agatha va se lancer dans cette affaire et le souci c'est que quelques temps plus tard, en fait, c'est cet homme, donc son client, qui va être retrouvé assassiné, apparemment empoisonné.
et Agatha va décider de continuer à mener cette enquête. Il va y avoir également d'autres problèmes, un autre meurtre qui va survenir et Agatha pense que évidemment ces affaires sont liées et elle va essayer d'un petit peu comprendre toute cette histoire et retrouver le coupable. Donc de nouveau, même schéma, mais j'ai beaucoup apprécié, ça se lit très bien comme vous le savez, ça fait un petit moment que je vous en parle et pour l'instant j'apprécie bien de suivre les aventures d'Agatha Raisin. J'avais eu un petit moment où le personnage me pesait un petit peu, les traits de caractère ou son attitude envers les hommes m'avait un petit peu agacée, mais là ça va beaucoup mieux je dois dire et j'ai repris il y a un nouvel engouement depuis quelques tomes à continuer et poursuivre avec plaisir cette petite série. Comme c'est des petites lectures assez légères, fluides, qui se lisent très bien, ça passe très bien entre généralement deux grosses lectures et je vais à mon avis continuer comme ça sur ma lancée. Là je pense que je suis bientôt à la moitié de cette série qui compte une trentaine de tomes quand même. Donc là j'ai terminé le 16e tome. J'ai pas la suite chez moi, donc ça veut dire qu'il faudra que j'aille chercher tout ça à la bibliothèque, mais sans doute que j'irai la prochaine fois que je m'y rends pour pouvoir continuer à lire les Agatha Raisin. Dernière chose, j'ai terminé La colline hantée de Elizabeth Hand aux éditions Bragelonne. Alors cette histoire se passe, enfin en tout cas est complètement rattachée, liée à le livre La maison hantée de Shirley Jackson, à cet univers, à cette maison Hill House qui est super angoissante. Moi j'ai lu La maison hantée de Shirley Jackson, je crois que c'était l'automne passé, donc j'étais très curieuse de découvrir celui-ci et j'ai passé un bon moment parce que j'ai replongé dans cette ambiance, dans cette atmosphère, dans cette maison super bizarre, super angoissante, super pesante. Dans ce récit, on va suivre Holly. Holly qui depuis des années travaille d'arrache-pied pour lancer sa carrière de dramaturge. Elle est passionnée par le théâtre et là elle obtient enfin une bourse d'écriture pour justement écrire sa pièce et la lancer. Elle est accompagnée par son équipe et elle va tomber un petit peu par hasard. Elle cherche un lieu adéquat pour pouvoir justement travailler cette pièce avec son équipe. Et un petit peu par hasard, elle va tomber sur cette maison un petit peu retirée à l'écart qui est Hill House. Et elle va la louer pour plusieurs jours afin de pouvoir y travailler dans de bonnes conditions, mettre cette pièce sur pied et pouvoir ainsi la lancer. Et on va suivre du coup l'arrivée de Holly avec son équipe qui sont des connaissances, des amis, des proches. Et directement, on se retrouve dans une ambiance un peu bizarre parce que tout de suite, il va se passer des choses étranges dans la maison, que ce soit au niveau des bruits, que ce soit au niveau de l'atmosphère, que ce soit au niveau des sensations. Il va être question aussi d'un lièvre noir qui va apparaître assez souvent. D'ailleurs, c'est l'entête de chaque chapitre. On voit à chaque fois ce lièvre qui est assez inquiétant et qui est omniprésent dans cette histoire. On suit ces personnages qui veulent rester en fait dans la maison malgré tout ce qui s'y passe afin de mettre en place la pièce. Les choses vont se détériorer petit à petit évidemment vu que l'ambiance devient de plus en plus pesante, mais en même temps il y a un genre de fascination pour cette maison et un genre d'emprise en fait de la part de la maison sur les personnes qui y résident malgré les multiples mises en garde des gens de l'extérieur. Donc on est clairement dans une lecture parfaite pour l'automne sous la thématique de la maison hantée. Moi j'ai passé un très très bon moment, c'est ce que je cherchais en fait. Je voulais retrouver cette atmosphère, c'est à ça que je m'attendais. Je trouve que c'est assez fidèle à la maison hantée de Shirley Jackson et j'ai passé un bon moment de lecture. Après ça fait pas super peur, c'est vraiment plus un roman d'ambiance. Moi j'ai pas été effrayée, j'ai pu dormir la nuit, ça ne m'a pas empêché de fermer l'œil, mais j'ai trouvé cela bien fait, très très sympathique à suivre.
il y a cette tension, il y a cette lourdeur et c'est ce que je voulais sans être à l'excès non plus. Donc voilà, je peux vous le recommander tout à fait si vous souhaitez un petit peu découvrir ben, pourquoi pas alors démarrer avec évidemment le livre de Shirley Jackson qui est La Maison Hantée pour mieux se situer évidemment dans l'ambiance parce que voilà, il y a des petites des genres de clins d'œil, en tout cas des petits parallèles avec ce qui se déroule dans La Maison Hantée évidemment. Donc à mon sens c'est quand même mieux de d'abord commencer par La Maison Hantée et ensuite La Colline Hantée. Donc voilà, très très chouette lecture, parfaite pour la saison. Voilà, on a fait le tour des lectures que j'ai fait cette semaine. Je vais vous faire comme d'habitude le petit point pour mes lectures en cours et il y en a quand même pas mal, mais vous avez un petit peu l'habitude. Alors, je suis toujours dans Récits du Vieux Royaume. Comme on s'en doute, hein, j'ai pas beaucoup avancé cette semaine dessus et c'est pas bien étant donné que ben, l'année commence à arriver à sa fin et si je veux clôturer ce challenge, il faut que je continue à avancer absolument. Je suis toujours dans la famille Seagrave que je n'ai pas avancé depuis la semaine passée. C'est pas bien, il faudrait que je m'active un petit peu. Alors, sinon, j'ai commencé celui-ci qui est L'énigme de Turnglass de Gareth Rubin aux éditions 10-18. C'est celui qui est en, comme ceci, en tête bêche, si je me rappelle bien. Donc, il y a une moitié qui se déroule dans ce sens et ensuite, il faut retourner le livre pour découvrir la seconde moitié. C'est un livre que vous avez dû passer, qui m'intriguait beaucoup et que j'ai eu la chance de recevoir en cadeau. Donc je l'ai commencé, je suis au chapitre 4 et je souhaiterais un petit peu l'avancer évidemment. Alors j'ai bien avancé dans le 4e tome du Royaume de Pierre d'Angle. J'arrive plus ou moins à la moitié et j'adore toujours autant. Je vais faire en sorte qu'il soit terminé pour dimanche prochain pour pouvoir clôturer cette saga et vous en parler, même si je vous en ai déjà parlé bien sûr. Sinon, j'ai commencé celui-ci, Rendez-vous avec le diable en audio. C'est le 8e tome des détectives du Yorkshire et directement dans l'ambiance, c'est super agréable, c'est super plaisant. Retrouver Delilah, Samson, il se passe de nouveau plein de choses à Bruncliffe, en tout cas on sent qu'il va se passer plein de choses à Bruncliffe. J'ai pas lu grand chose, je suis à la page 66. Sinon, j'ai commencé la lecture du tome 2 de Evie Wilde de Hélène Harper aux éditions Bookmark et ça se lit tout seul. Je suis au chapitre 4, page 55, donc ça équivaut à ça et je suis super contente. Je passe un très très bon moment avec cette lecture. Et autre lecture audio, c'est évidemment Le Comte de Monte Cristo. Vous l'avez vu depuis un petit moment. J'ai dépassé, je suis plus ou moins à la moitié et toujours aussi sympathique comme lecture. Je passe un très très chouette moment. C'est une histoire vraiment qui est top. Donc si vous avez l'occasion, ben, lancez-vous dedans parce que c'est très accessible, c'est super bien fait et l'histoire est très prenante et très très intéressante. Donc bonne découverte pour l'instant. Après c'est que le premier tome qui est déjà énorme et il y a la seconde partie aussi, donc je suis loin d'avoir terminé cette histoire. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Sinon je suis passée à la bibliothèque cette semaine. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Alors j'ai eu envie de me relancer dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc j'ai pris le premier tome qui a morflé, le pauvre, et le second tome, il n'y avait pas plus, enfin si, il y avait le 5 et le 6, mais il n'y avait pas le 3 et le 4. Donc je me suis dit que j'allais prendre le 1 et le 2. C'est une série que j'avais commencé à l'époque, mais que j'avais pas fini. Donc j'ai eu envie d'un petit peu me relancer dans cette ambiance, dans cette atmosphère un petit peu spécial avec des enfants très particuliers comme c'est mis dans le titre. C'est une saga que vous avez dû voir passer, je doute de vous faire découvrir quelque chose, mais j'aimerais recommencer cette série, donc je me suis pris les deux premiers. J'ai également pris un Paula Hawkins qui est donc Au fond de l'eau. J'avais bien aimé La fille du train que j'ai lu il y a longtemps, c'est quand il était sorti en grand format à l'époque, donc ça fait un petit moment et là j'ai eu envie
de renouer et de relire un titre de cette autrice. Donc il y avait celui-là de disponible, je l'ai pris. J'ai également pris celui-ci qui est Monstrologie, non, le Monstrologue de Rick Yancey. C'est l'auteur de La 5e vague. J'avais lu La 5e vague qui est un titre SF, si je me rappelle bien, j'ai un doute. C'est aux éditions Robert Laffont. Il était mis en avant pour la période d'Halloween et j'ai eu envie d'un petit peu le découvrir. Je ne sais pas du tout de quoi il est question. Alors, il est indiqué ici que ainsi commence le journal de Will Henry, jeune apprenti auprès d'un docteur à la spécialité des plus inhabituelles, la chasse aux monstres. Au fil des années passées à ses côtés, Will s'est accoutumé aux visites nocturnes et aux missions périlleuses, mais lorsqu'une nuit un pilleur de tombes leur apporte une trouvaille particulièrement macabre, Will et son maître se retrouvent embarqués dans une vertigineuse descente au cœur de l'horreur. Ça m'avait l'air sympa. Et sinon, j'ai aussi pris celui-ci qui est Sorcière des ombres de Pascaline Nolo. Ce nom me dit quelque chose. C'est aux éditions Gulfstream. Et je me rappelle que quand il était sorti, j'avais hésité à me l'acheter. Finalement, je l'avais pas fait. Il s'agit d'un thriller fantastique, un récit envoûtant dans lequel les jeux sombres peuvent s'avérer des plus dangereux. Donc, j'ai eu envie de le lire vu qu'il était disponible à la bibliothèque. Et je ne sais plus, mais il me semble que j'ai lu un titre de cette autrice. Si ça me revient, je vous le mettrai ici en bas, parce que là, ça ne me revient pas. Donc voilà ce que j'ai été chercher à la bibliothèque. Voilà, je pense qu'on a fait le point pour aujourd'hui. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, me semble-t-il. Donc je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Profitez bien. Je vous remercie énormément de votre présence, de votre soutien. Merci beaucoup d'être là, d'être présent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.